Très bien. Donc, merci à vous, Elliot. Merci à Jérôme Monet et à Caroline Gallès d'être présents et d'animer ce 16e déjeuner jeunes chercheurs. Merci aux collègues qui ont pu se connecter en même temps. Donc, je dirais que ce 16e déjeuner, c'est le dernier en fait de la saison 2022-2023. Donc, on recommencera en fait cette activité-là à l'automne et vraisemblablement à partir du mois de septembre ou d'octobre 2022. Donc, je rappelle que ces déjeuners en fait se reposent sur l'implication des groupes transversaux du LABEX, des 14 groupes transversaux du LABEX, qui ont joué le jeu puisque quasiment tous ont proposé en fait d'accueillir un doctorant ou une doctorante ou parfois en fait un post-doctorant ou une post-doctorante, donc des jeunes chercheuses qui permettent donc de donner un état de la recherche, soit juste achevé, soit dans le cas d'Eliott Ducharme, d'une recherche en train de se faire, ce qui donc est extrêmement précieux. Je rappelle aussi que ces séances d'une heure sont systématiquement mises en ligne par la webmaster du LABEX Futur Urbain, ce qui permet d'avoir une collection au jour d'aujourd'hui de 16 échanges, ce qui est assez précieux quand on veut faire découvrir en fait à des étudiants de master ce que c'est qu'un doctorat, puis quand on veut aussi plus simplement s'informer en fait des doctorats qui sont en cours, notamment dans le sillage de l'université Gustave Eiffel et de ses partenaires. Il y a deux choses qui me paraissent intéressantes dans la séance qui a été proposée aujourd'hui par le groupe Mobilité urbaine pédestre et autour de la thèse d'Eliott Ducharme. Tout d'abord, en fait, c'est l'épistémologie dont il va être question autour de la notion de mobilité, l'approche anthropologique, l'importance accordée aux imaginaires dans la présentation qu'Eliott va nous faire. Et puis la deuxième chose, c'est évidemment les liens internationaux que cette séance rappelle et qui sont très importants pour l'ABEX Futur Urbain. Les liens notamment avec l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. Un très grand nombre de chercheurs, dont Jérôme Monet, mais pas que lui, sont liés à cet espace. Je pense en particulier à Nassima Marron, je pense à Laurent Coudroy de Lille, je pense aussi à un collègue qui n'est pas dans le LABEX, qui s'appelle Georges Lomné, au laboratoire ACP et qui évidemment est très lié à l'Institut des Amériques. Et donc, c'est l'occasion de rappeler que ces relations-là sont des relations anciennes, fécondes, et que je pense qu'on a tout intérêt à valoriser. Donc, sans plus tarder, je donne la parole à Jérôme Monet qui va faire l'introduction et la présentation de ce déjeuner. Merci, Jérôme. Bonjour, merci Loïc pour cette introduction. Bon, je vais simplement être très bref pour rappeler dans quelles circonstances, disons, on s'est mis à travailler avec Elliott et comment il a intégré le groupe transversal mobilité urbaine pédestre. Donc, c'est une démarche qui vient d'Elliott au départ. Il le rappellera peut-être lui-même. Donc, il a fait ses études ailleurs. Et c'est au moment de se lancer en doctorat avec, dès le départ, donc l'intérêt pour la mobilité pédestre au Mexique qu'il m'a contacté. Donc, effectivement, peut-être que parce que c'était assez facile de m'identifier si on croisait ces deux mots-clés, recherche sur la marche d'un côté et recherche sur le Mexique de l'autre. Et donc, dès le départ, dans le groupe MUP, on a trouvé ce projet très intéressant dans la mesure où nos propres recherches, alors je parle de la dynamique du groupe, amené à se poser la question pour le dire très largement, des inégalités sociales, mais alors à l'échelle du monde aussi. Pour commencer, un contraste majeur qui nous apparaissait en tant que groupe, c'est qu'aujourd'hui, quand dans le contexte français, on parle de promotion et de développement de la marche, on considère, enfin tous les acteurs considèrent que la marche c'est bien, que c'est positif, que c'est bon. Alors voilà, pour la santé, alors je vais peut-être me méfier à partir de maintenant sur ces affichages santé, après ce que j'ai découvert grâce à Caroline aujourd'hui. C'est bon pour la santé, c'est bon pour l'environnement, c'est bon pour l'inclusion, c'est bon pour l'attractivité urbaine, enfin voilà. Et c'est vrai que ça, dès le départ, pour moi, ça faisait contraste, par exemple, avec le fait que dans l'environnement mexicain,
parler de la marche, c'était quand même d'abord parler du seul moyen de déplacement qui reste pour les losers. Alors, les losers, évidemment, c'est très caricatural comme expression, parce qu'en fait, il s'agit de la moitié de la population qui est, alors c'est là que c'est très intéressant, les transferts de concepts, qui est dépendante à la marche. C'est-à-dire pour qui la marche est un moyen absolument essentiel pour accéder à toutes les ressources urbaines, qu'elles soient l'emploi, les services de santé, d'éducation, la sociabilité, etc. Donc, c'est pour ça que le projet d'Eliott venait très bien, puisqu'il était centré sur ces questions. Il va nous en parler davantage, mais il mettait au centre de l'attention la marche des pauvres, la marche dans les périphéries populaires, et avec, mais là je vais le laisser développer, une approche qui n'était pas forcément misérabiliste, si vous me passez l'expression, qui n'était pas simplement considérer la marche comme la seule chose qu'il est possible de faire quand on ne peut rien faire d'autre. C'est-à-dire, évidemment, Eliott va nous en parler, comment la marche elle-même devient une ressource et n'enferme pas les gens dans ces dépendances. Voilà. Donc, ça me semblait important de l'introduire comme cela, étant entendu que, en perspective pour nous, et c'est aussi pour ça que on cherchait pour commenter le déjeuner d'aujourd'hui des spécialistes des inégalités sociales. Et donc, Caroline Gallès a bien voulu répondre là-dessus parce que, précisément, parmi les… alors, je fais juste, ça c'est peut-être un aparté d'insider au LABEX, mais c'est vrai que depuis le début, pour les raisons que je viens de vous dire, quand le LABEX, et Loïc en particulier, nous demandait à chaque groupe avec quel autre groupe vous imagineriez pouvoir avoir des activités en commun, pour moi venait toujours en premier l'idée du groupe JEDI, précisément à cause du fait qu'il est centré sur ces questions d'inégalité. Et c'était donc mon premier réflexe. Et j'ai trouvé très instructif, et c'est là que je pense que le LABEX fait aussi son boulot, dès lors que Caroline, disant « Ah oui, mais moi, je vais plutôt représenter le groupe urbanisation diffuse », ce qui est tout aussi évident, enfin, mais voilà, auquel je n'avais pas pensé. Donc, je serais très, très curieux d'écouter les commentaires de Caroline à ce sujet. Voilà, je crois que, bon, je reviendrai peut-être sur d'autres éléments de contextualisation au moment de la discussion, si besoin, mais là, je pense que c'est, si ça vous convient, le moment de laisser la parole à Eliott. Très bien, merci Jérôme. Donc Eliott, je ne sais pas si vous avez un PowerPoint à partager, en tout cas vous pouvez le faire si vous en avez besoin. Je vais voir si ça marche. Oui, c'est bon, ça marche. C'est bon pour nous, ouais, merci. Diaporama. Voilà, c'est bon du coup? Oui, c'est bon. Bon, alors, merci beaucoup pour m'avoir invité. Hein. Comme vous l'avez rappelé, c'est vraiment un travail en cours, donc j'ai de grosses attentes vis-à-vis de vos remarques. Je vous parle depuis la Ciudad de México. Il est à peu près 6h11, donc je vais avoir l'air je vais essayer d'avoir l'air réveillé. Cette présentation, je l'ai intitulée la fragmentation urbaine vue depuis les pratiques de mobilité des habitantes et des habitants, marcher dans les périphéries populaires de Mexico. Très rapidement, quelques éléments de contexte. Bon, je pense que c'est des choses qu'on a un peu tous en tête. C'est vraiment ces villes latino-américaines, ces métropoles latino-américaines ont connu au cours du XXe siècle une croissance, un étalement urbain important qui a impliqué en grande partie la formation justement de quartiers populaires périphériques. Construits de façon plus ou moins légale, plus ou moins spontanée, sur d'anciennes terres agricoles. C'est un phénomène donc, qui permet d'une part l'accès des personnes à des terrains bon marché, hein, qui ne trouvaient pas de logement dans les centres, bien qu'au départ, ces terrains, ces logements sont dépourvus de services, dépourvus d'équipements et parfois très éloignés des centres. D'autre part, ça permet aux populations une certaine forme d'insertion sociale via des réseaux d'entraide et aussi via des formes de clientélisme politique avec les autorités. Donc, cette urbanisation massive des périphéries va accompagner ce qu'une sociologue argentine, Alicia Siccardi, va appeler une forme d'urbanisation de la pauvreté et rend visible donc vraiment
dans l'espace ces inégalités socio-spatiales dans les métropoles latino-américaines. Donc, il y a toute une production théorique tout à fait intéressante qui vient vraiment de l'Amérique latine, qui va s'intéresser à ces questions. Il y a la théorie de la marginalité, dont je ne parlerai pas parce que je n'aurai pas le temps, mais notamment avec des auteurs comme Aníbal Quijano, sociologue péruvien, qui s'intéresse justement à ces questions. Moi, je vais vous parler plutôt de la théorie, d'une théorie qui est très urbaine, hein, aussi un terme un peu médiatique, qui est celui de fragmentation urbaine. On ne sait pas forcément que c'est un thème, une théorie qui vient d'Amérique latine, hein, notamment de Milton Santos, hein, dans les années 90. Un autre ouvrage aussi, La ville des murs, de Teresa Caldera. Donc deux ouvrages qui sont nés en Amérique latine, plus précisément à Sao Paulo, au Brésil. Et donc, l'idée générale, très brièvement, de la fragmentation urbaine, c'est que les villes, en fait, seraient en train d'éclater, dans la période récente, d'éclater en fragments, donc ne feraient plus unité. Bon, ça, c'est pas forcément nouveau, et on pourrait se demander dans quelle mesure les villes ont un jour fait unité, mais la question est que, en fait, dans la période récente, il y aurait des dynamiques qui fragmenteraient l'espace urbain. Bon, sans vouloir faire un inventaire, on peut identifier plusieurs facteurs de cette fragmentation. Premièrement, les questions de mobilité. Hein, ces villes latino-américaines sont fortement étendues, hein, avec une croissance aussi des taux de motorisation des ménages, mais une croissance fortement inégale, bien entendu, avec un accès très différent à la mobilité selon les classes sociales. Deuxièmement, on peut dire une certaine, depuis les années 80, un certain recul, voire un recul très franc dans certains pays, de l'État social, qui a impacté directement les populations les plus pauvres et leur espace de vie, et qui produit des formes d'exclusion qui se manifestent aussi dans l'espace. Et troisième point, peut-être le plus important, il me semble, c'est une tendance, on va dire, culturelle en Amérique latine à l'autoségrégation dans les villes, forme d'autoségrégation qui ne touche pas forcément que les espaces les plus riches. On a tous en tête les gated communities, mais il y a aussi il y a aussi des formes d'autoségrégation et des quartiers ségrégés, auto-ségrégés, hein, protégés par des barrières, des gardes de sécurité, des caméras, dans les classes moyennes, voire dans les classes moyennes basses. Donc, cette idée de fragmentation urbaine, c'est à mon avis tout à fait intéressante pour penser et repenser la justice sociale, la justice spatiale. Elle a été bien entendu mobilisée dans des contextes très différents, par des auteurs différents, avec des sensibilités différentes, mais elle a fait débat, elle fait débat toujours. À mon avis, il y a deux points critiques qui ont été mis en évidence. Premièrement, on a reproché à cette théorie de se focaliser sur l'aspect résidentiel, de ne pas assez faire attention justement à la question du mouvement, hein, mouvement des personnes dans le temps et dans l'espace, mais aussi les trajectoires des lieux. Et il y a une très bonne thèse qui a été écrite sur Mexico d'un chercheur qui s'appelle Jean-François Valette, qui s'intéresse à ce qu'il appelle la maturation des périphéries et qui montre qu'en fait, c'était beaucoup de quartiers périphériques se sont au final, avec le temps, normalisés, entre guillemets, hein, ont accédé aux services, à des infrastructures, ont diversifié leur population, il y a un marché locatif qui a émergé. Ces quartiers qui, à une certaine époque, étaient des fronts d'urbanisation, maintenant sont plutôt considérés comme des quartiers péricentrales, donc une évolution, voilà, mobilité des lieux et des personnes, on peut dire. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, il me semble, c'est le plus important parce qu'il s'intéresse vraiment au fond du problème, hein, c'est l'idée, par exemple, de Françoise Navès-Bouchani, que parler de fragmentation, ça pourrait, parler de fragmentation socio-spatiale reviendrait justement à amalgamer fragmentation spatiale et fragmentation sociale. C'est-à-dire, est-ce que parce qu'une ville est fortement ségrégée, cela signifie que ces parties de ville sont forcément étanches? Et tout justement l'argument de Françoise Navès-Bouchani au Maroc, c'est que les personnes, justement, et notamment les classes populaires, savent jouer justement de la fragmentation et tirer la fragmentation spatiale, tirer parti de la fragmentation spatiale des villes. Bon, sans forcément rentrer dans les débats et ni forcément en prendre part, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'en fait, peu de travaux se sont réellement intéressés à la fragmentation urbaine telle qu'elle était perçue par les personnes et telle qu'elle s'imposait dans les pratiques quotidiennes, dans leurs pratiques quotidiennes de la vie. Et je vais m'intéresser dans cette optique, en fait, à l'échelle locale, voire micro-locale, et au déplacement piéton des populations,
et aux pratiques et représentations aussi de l'espace de la proximité que ces habitants de quartiers populaires périphériques de Mexico vont mobiliser. Donc, j'espère ici apporter quelques éléments de réponse sur la manière dont la fragmentation est produite à l'échelle locale, non pas depuis la matérialité de l'espace urbain ou depuis des processus, on va dire, sociopolitiques, mais comment la fragmentation est produite depuis les imaginaires des populations, les représentations que ces personnes vont mobiliser dans leurs déplacements quotidiens. Donc, c'est pour ça que je vais revendiquer une méthode très, on va dire, quasi ethnographique, une méthode très qualitative, avec donc de l'observation, une quasi auto-ethnographie aussi de mes propres déplacements, en mobilisant également des entretiens biographiques avec les personnes, des cartes mentales, et voilà. Donc, je vais m'intéresser à une partie de la ville de Mexico qui me paraît justement très représentative de cette fragmentation, du moins sur le point de vue sur le plan spatial, ça va être les quartiers populaires situés aux alentours d'un centre d'affaires et résidentiel qui s'appelle Santa Fe, dans l'ouest de la ville de Mexico. Santa Fe, c'est un quartier qui est un méga projet, sorti de terre dans les années 80, construit ex nihilo sur une ancienne décharge de la ville, qui correspond à ce que Emilio Dio et Angela Giglia ont appelé un espace insulaire. Mais malgré cette volonté d'insularité, en fait, on voit qu'il y a des liens importants que Santa Fe entretient avec les quartiers populaires environnants, notamment parce que ces quartiers populaires sont un réservoir de main-d'œuvre, et aussi parce que Santa Fe, en fait, et là on a une photo d'un parc à Santa Fe, on voit que c'est tout très propre, qui s'appelle Parque La Mexicana, et ces lieux sont aussi des espaces au final de loisirs pour les personnes issues de ces quartiers populaires. Moi, je m'intéresserai donc parmi ces quartiers à l'ancien, à aussi voilà, ça c'est pour montrer vraiment la fragmentation spatiale, une carte de la pauvreté, rangos de pobreza. On voit bien que sur la partie Santa Fe, la pauvreté est quasi nulle, mais dans les colonies populaires environnantes, on a des taux de pauvreté déjà plus marqués. Donc, je vais m'intéresser au village de Santa Lucia, qui est en fait un ancien noyau villageois préhispanique, et aux colonies d'habitat populaire en partie auto-construites qui sont développées sur ces anciennes terres agricoles, notamment la colonie Corpus Christi, qui est la plus ancienne, qui date des années 1960. Et en fait, ces colonies populaires vont correspondre à différentes vagues d'urbanisation. Et en fait, elles vont se former au fur et à mesure que les terres agricoles sont loties. Donc, on a en fait des espaces qui sont très hétérogènes, parce que ça correspond, voilà, à des périodes d'urbanisation différentes. Là, on a un bout de quartier, on peut dire, qui s'appelle El Corazón, connu comme El Corazón. Et là, on voit des rues très étroites, des toits de tôle, un habitat assez dégradé. Donc voilà, une certaine hétérogénéité spatiale qui a aussi à voir avec une certaine forme d'hétérogénéité sociale. Donc, je vais me poser 3 questions. Premièrement, comment les habitants de ces colonies, dans leurs déplacements quotidiens, arrivent-ils à produire une forme de centralité, à s'approprier ces espaces hétérogènes? Deuxièmement, comment va s'effectuer la couture avec la zone voisine de Santa Fe, qui est radicalement différente sur le plan du profil des populations qui y habitent? Et donc, finalement, comment les habitants vont composer dans leurs déplacements quotidiens avec une fragmentation ressentie comme croissante de leur espace de vie. En fait, j'ai rapidement été confronté dès le début de mon travail à un vrai problème d'échelle. Comment délimiter mon terrain d'étude, parce que en fait, les divisions administratives ne correspondent absolument pas à l'espace vécu des personnes. Premièrement, l'échelle municipale, la municipalité dans lequel sont ces terrains, Álvaro Obregón, c'est une municipalité extrêmement hétérogène socialement et spatialement, on l'a vu sur la première carte. Et le village de Santa Lucia, comme tel, a été complètement atomisé par la vente de ces terrains agricoles. Donc, quelle échelle je veux prendre? Ce que j'appelle colonie, en fait, c'est une division administrative qui est par exemple l'échelle de la participation citoyenne légale, mais qui ne correspond absolument pas à un espace vécu non plus, mais qui correspond plutôt à l'histoire des processus de peuplement. C'est-à-dire que, par exemple, dans ce contexte, quand un terrain est loti, il y a une colonie qui s'appelle El Batan, c'est 45 lots. Donc, c'est vraiment une toute petite colonie qui ne correspond pas, où il n'y a pas de service, il n'y a pas vraiment de commerce. Donc, voilà.
comment borner, en fait, définir ce terrain d'étude. Et là, je vais me risquer à utiliser un terme, c'est aussi parce que, qui est le terme de quartier, mais je vais l'utiliser de manière plutôt interrogative, en me demandant en fait comment ces espaces parviennent-ils à faire quartier. Et en fait, bon, ce terme de quartier, cette figure du quartier est quand même importante en sociologie urbaine, et déjà à l'époque de Chicago, Robert McKenzie s'intéressait faisait ressortir la complexité de cet objet, avant tout idéal, qui en anglais, en fait, en plus de ça, neighborhood, désigne à la fois le type d'espace, mais aussi une forme d'organisation sociale, donc le voisinage. Le géographe sino-américain Yi Fu-Tuan, en 1972, dans son livre sur la topophilie, nous dit que l'idée que les urbanistes se font des quartiers ne correspond que très rarement avec celle des habitants. Et en 1962, dans son livre sur l'image de la ville, Kevin Lynch nous dit « Les quartiers sont des parties de ville, de taille souvent assez grande, qui sont reconnaissables car elles ont un caractère général qui permet de les identifier. » Ce qui en fait ne correspond pas du tout dans mon travail avec ces caractéristiques morphologiques donc de la zone étudiée, justement, avec ces colonies très, très éclatées. Donc, dans quelle mesure ces colonies peuvent-elles faire quartier? L'idée que je vais défendre, c'est qu'en fait, les déplacements à pied, les pratiques quotidiennes de déplacement des populations vont contribuer à la production de cet objet spatial imaginaire qu'est le quartier, et que le quartier serait en fait une espace de vie, de la vie quotidienne, mais aussi un espace habité. Là, ce terme d'habiter, donc qui vient de la philosophie d'Heidegger, a été aussi beaucoup utilisé en géographie et en anthropologie. C'est, selon l'anthropologue Angela Giglia, se situer dans l'espace, donc s'approprier l'espace, par le moyen de processus qui permettent de faire d'une portion d'espace un lieu au sens anthropologique du terme. Et pour moi, c'est vraiment la possibilité de marcher en sécurité, donc d'accéder à certaines ressources à pied, de marcher aussi de manière plus ou moins confortable, qui va permettre l'appropriation par les habitants de cet espace de vie et qui va leur permettre donc, qui va générer une forme de centralité. Donc l'idée que je vais défendre, en fait, c'est l'idée d'un processus un peu itératif entre des représentations que vont avoir les personnes de leur espace de la proximité, des représentations positives et négatives qui vont conditionner leur déplacement, qui vont conditionner leur pratique de déplacement, et les représentations qu'ils vont avoir de la fragmentation spatiale de leur espace vont conditionner leur pratique de déplacement, mais aussi l'expérience vécue de la marche va actualiser ou renseigner ces représentations. L'idée que j'ai eue, c'est d'identifier, on va dire, 3 échelles de représentation du territoire du proche. C'est une typologie analytique. Donc, 3 échelles qui vont dialoguer. Une première échelle, j'ai eu l'impression dans mon travail de carte mentale qu'au final, on avait, malgré cette hétérogénéité forte, on avait quand même une image du quartier relativement stable, en fait, relativement partagé. Les quartiers se ressemblent plus ou moins. Sur la base de marqueurs spatiaux qui correspondent à des lieux pratiqués, des marqueurs spatiaux assez partagés par les habitants. Par exemple, dans ces cartes mentales, on voit par exemple le marqueur le plus net, c'est les routes qui sont à peu près, on voit une délimitation de cet espace de vie qui rassemble plusieurs colonies, qui est à peu près partagé, avec notamment ces grands axes qui vont structurer et délimiter un espace relativement partagé, et donc avoir la fonction d'à la fois borner l'espace, mais aussi de connecter avec le reste de la ville. Comme on voit dans cette carte où en fait, la dame a dessiné des flèches qui sortent du quartier, si on peut dire. Et ça, je l'ai retrouvé sur plusieurs terrains et une certaine cohérence en fait, de l'espace identifié comme l'espace de la proximité. Il y a certains marqueurs spatiaux importants, comme le marché couvert, les églises, les écoles, qui vont générer des points de repère importants. Et je pense que les points de repère aussi peuvent être temporels. Par exemple, les jours de marché, le mercredi à Santa Lucia, le dimanche à Corpus Christi, les horaires des transports publics. Donc, certains repères que les gens ont en commun. Les églises, par exemple, c'est intéressant parce que même si les gens ne les fréquentent pas, vont faire figure de marqueurs spatiaux forts. Et dans le cas de Santa Lucia, l'église avec ses rues pavées aux alentours est mentionnée par les entretiens comme un lieu agréable. Le quartier de Santa Fe, avec ses tours, en fait, et son aspect ordonné, son aspect policé, tend à produire aussi une image forte
et vraiment forme un quartier un peu selon Lynch, c'est-à-dire un lieu clairement identifiable par ses caractéristiques physiques. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en fait, c'est un quartier, Santa Fe, est séparé des colonies populaires par des marqueurs spatiaux clairs, qui ont une symbolique forte pour les habitants. Au sud, on a un pont, Puente Los Poetas, qui sépare, on va dire, de façon assez nette ces deux espaces. À l'ouest, on a des grands axes routiers. Donc, on voit que ces marqueurs, en fait, dans les imaginaires, après, vont produire l'image d'une séparation entre deux mondes. Là, je reviendrai là-dessus. Je pense qu'il y a un autre niveau que j'ai pu identifier, c'est les mémoires et représentations collectives associées à certains lieux, qui vont générer une forme de sens commun. Et par exemple, les transformations paysagères, la croissance urbaine, l'association de tels morceaux d'espace avec tel type de population, en fait, vont orienter l'expérience du quartier des habitants, vont orienter leurs pratiques de déplacement. Et là, je vais me baser sur un morceau d'entretien où je pose une question à propos de cet espace marginal qui s'appelle El Corazón, qui est un espace où associé à des populations délinquantes, un espace qui génère une image très négative. Et une dame me dit, tout ça, les arbres, tout était végétation. Là-bas où je te disais de cet endroit, celui où jamais je m'aventurerais là-bas, aussi c'était partie de ce qui restait de la colline, un bout de colline. Et à travers cette colline, tu allais à pied, tu arrives à Santa Lucia, et maintenant tu ne peux plus traverser. Je crois que non, c'est vraiment mauvais là-bas, je ne le ferai jamais. Donc ce souvenir, cette évocation de cette personne, de cet espace qui, à une certaine époque, était un lieu, une colline où les gens traversaient pour aller à Santa Lucia, un lieu qui était agréable, avec de la végétation, montre une forme de fragmentation, à mon avis, de fragmentation ressentie, avec ce quartier marginal qui s'est érigé sur cette colline. C'est un quartier en fait, qui est issu du relogement des travailleurs de l'ancienne décharge de la ville sur laquelle se situe maintenant le quartier de Santa Fe. Et en fait, on voit que c'est devenu maintenant un lieu inaccessible, verrouillé, qui oblige les habitants à effectuer un détour pour aller à Santa Lucia. Et il me semble que ces représentations sont assez stables. Les personnes les partagent plus ou moins et tendent en général vers l'idée d'un espace qui se fragmente. Je pense que la fragmentation dans ce contexte n'est pas seulement spatiale, mais aussi spatio-temporelle, dans le sens où c'est l'accessibilité des lieux et la possibilité de circuler à pied est fortement dépendante du moment de la journée, notamment entre le jour et la nuit. Le quartier de Santa Fe est aussi l'objet de représentations plutôt positives, en fait, qui vont s'opposer avec celle du lieu de résidence des personnes. Et c'est un lieu en fait, qui est fréquenté pour le travail, pour les loisirs, mais il me semble que dans les imaginaires des populations, il est assimilé à un lieu autre, ou du moins un lieu des autres, donc un lieu qui ne peut pas être pleinement approprié. Dans un bout d'entretien, par exemple, une dame me dit tout ça, Santa Fe, c'est très bien, seulement une zone riche. La seule chose qui nous sépare, c'est le pont, la barrière. La barrière, c'est la seule chose qui nous sépare. Mais là-bas, il y a les riches, et ici, c'est une zone, et oui, c'est une zone qui est très pauvre. Et il me semble aussi que dans les discours des habitants, ces habitants vont faire on va dire, tracer des frontières imaginaires qui vont diviser en fait ce que Robert Park de l'école de Chicago a appelé des régions morales. Alors, ce terme de région morale a été utilisé au départ pour désigner ces lieux où il y avait de certaines activités marginales, hein, les quartiers de prostitution, les quartiers étrangers. Mais Michel Agier l'a repris dans un travail sur Salvador de Bahia de façon tout à fait intéressante pour définir certaines régions qui sont produites par les imaginaires des personnes, qui vont assimiler justement à certaines portions d'espace certaines catégories de personnes, hein, notamment dans le cadre de Salvador de Bahia au Brésil, des catégories raciales, mais aussi certains types d'activités, et avec toujours une idée d'un jugement de valeur. Et il me semble que dans les entretiens, et là je vais continuer un peu plus loin sur cet entretien avec cette dame, en fait, on voit que la comparaison des espaces implique aussi un jugement moral. Et là, elle me parle de ce parc, l'Americana, que je vous avais montré en photo, à Santa Fe, et elle me dit, oui, l'Americana, bah là-bas, c'est très sûr. Là-bas, oui, c'est un autre niveau de personne, un autre niveau. Rien à voir avec ici, dans la Corpus. Et c'est intéressant, à mon avis, c'est d'ailleurs l'association, enfin, c'est par contraste en fait avec le quartier de Santa Fe qui présente une image assez nette, assez forte de lieux de richesse, de lieux de propreté, de lieux
Voilà, c'est par contraste que vont se définir, que ces quartiers populaires hétérogènes vont faire unité dans un sens, c'est-à-dire le lieu des riches et le lieu des pauvres. Voilà. Mais il me semble aussi qu'on a l'idée donc dans les représentations des lieux, d'un espace local qui se fragmente, mais aussi, je pense que c'est là où c'est important, ce niveau vraiment ce troisième niveau, qui est celui de l'expérience et des routines individuelles des personnes, en fait, et pour montrer comment les personnes, dans leur pratique, vont reconfigurer l'espace de la proximité. Voilà, donc dans leur déplacement, les personnes vont produire ce que Rachel Thomas, la sociologue Rachel Thomas, va appeler une configuration sensible des lieux. Donc pour elle, il s'agit pour l'auteur d'un processus cognitif et comportemental d'identification en mouvement. Donc c'est en plusieurs temps. Premièrement, une identification du type de lieu traversé. Deuxièmement, une évaluation par les personnes des possibilités corporelles, donc le mouvement qu'offre le lieu, de ce qui peut y être fait, plus ou moins, et de comment s'y comporter. Et troisièmement, une adéquation du comportement des personnes au lieu. Voilà. Donc, ce qui est important de souligner, c'est que l'expérience de la marche, et du coup l'expérience de la fragmentation et la façon dont la fragmentation est perçue varie énormément selon les personnes, selon des personnes. Ça peut être en partie des caractéristiques, on va dire, objectivables, comme le genre, l'âge, l'ancienneté de résidence dans le quartier, l'ancrage aussi de la personne dans son quartier, l'ancrage qui produit aussi des stratégies, qui va mobiliser divers capitaux sociaux, capitaux dits d'autochtonie. Mais cette expérience de la marche aussi dépend aussi de la trajectoire de chaque individu. Et par exemple, même si le genre, par exemple, est un facteur qui limite fortement l'accès à l'espace public, il peut être aussi contrebalancé en grande partie, par exemple, par l'ancienneté de résidence et par l'autochtonie, le capital d'autochtonie qu'ont pu développer les personnes. Par exemple, une jeune fille avec qui j'ai fait un entretien me disait qu'en fait, elle n'avait pas forcément de problème pour marcher dans le quartier parce que tout le monde la connaissait. Voilà. Donc voilà, l'idée aussi que les personnes donc composent dans leur déplacement avec cet espace fragmenté. Je vais juste citer un petit bout d'entretien pour l'illustrer. C'est une dame qui, je lui demande assez simplement sur la route qu'elle prend, comment elle se rend au marché à Corpus Christi, qui se situe en fait en haut de la colline sur laquelle elle habite. Et elle me dit, bon, je vais là-haut, je monte par la Moctezuma, c'est plus tranquille. Parce que si je monte par le lycée, non, là-bas, à moitié, j'arrive, c'est très fatigant. Il y a des escaliers et c'est raide. Tu te fatigues beaucoup. Mais par la Moctezuma, non. C'est une des seules routes où l'on peut monter. Et moi, je lui demande, et vous n'avez pas peur de marcher en journée? Elle me dit non, mais la soirée, oui, je descends par le lycée. La nuit, mais pas par la Moctezuma, non. Parce que là-bas, il y a beaucoup de fumeurs de Maléfroine. Là-bas, ils viennent tous les fumeurs de joie. Et même s'ils te connaissent, pourquoi chercher des problèmes? Donc, tu descends par le lycée, c'est différent. Donc, l'idée aussi, c'est ça. Donc, cette expérience de la fragmentation spatiale dépend du moment de la journée, dépend aussi des personnes. Les personnes âgées et les femmes sont plus vulnérables. Et les habitants, en fait, vont mobiliser des tactiques, des stratégies pour pouvoir justement naviguer dans ce quartier qui, selon eux, se fragmente. Donc, plusieurs tactiques ou stratégies qui peuvent être emprunter une rue et pas une autre, marcher avec un chien, adopter une certaine posture corporelle, une certaine allure de la marche. Et voilà. Donc voilà, en fait, pour conclure, je pense que j'ai déjà assez parlé. Donc, ce que j'ai essayé de montrer dans cette présentation, c'est comment la fragmentation urbaine était perçue, ressentie et finalement négociée par les habitants des colonies populaires périphériques de Mexico, et comment ces représentations, justement, orientaient les pratiques des personnes. Donc, voilà, pour moi, l'espace du quartier, en fait, est conformé produit par certains repères puissants et assez partagés, comme les axes routiers, certains lieux emblématiques, les écoles, le marché, qui vont créer une forme d'unité et qui vont être renforcés encore par le contraste avec Santa Fe, avec ce quartier de Santa Fe, qui, même s'il fait partie de l'espace vécu des personnes, va rester un espace autre, en fait, un espace des autres. Donc, il me semble que les récits, les mémoires et les représentations de l'espace des habitants vont tendre vers un discours de la fragmentation du quartier, mais une fragmentation qui est vécue différemment selon les personnes
et que celles-ci vont chercher à atténuer ou à reconfigurer en mobilisant diverses stratégies, diverses tactiques. Merci. Donc, je donne la parole à Caroline Gallès, que je remercie une nouvelle fois d'avoir accepté de modérer en fait cette séance. Caroline. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup, Elliot, pour cet exposé vraiment passionnant. Donc, je vais noter plein de choses. Je vais essayer de structurer un peu en direct. Je ne sais pas si ça va être très clair, mais n'hésitez pas du coup à m'interrompre et à me demander des précisions. En tout cas, moi, je suis très intéressée par votre travail et cette présentation. Alors, effectivement, juste pour revenir sur ce que disait Jérôme tout à l'heure, donc moi, je coordonne avec Joël Hitt un groupe transversal du LabEx qui a un statut un peu particulier parce que c'est plutôt un groupe qui essaye de structurer, de fédérer un réseau international de recherche et du coup, en ce moment, on a un projet de… Alors, en dictionnaire, c'est un peu ambitieux, mais disons d'un projet éditorial autour des concepts de l'urbanisation diffuse. Et du coup, la question de l'informalité, évidemment, est quelque chose qui sera traité dans ce projet, mais qu'on va essayer le plus possible d'aborder sous des angles et des situations, des environnements urbains très, très différents et à travers des approches très différentes. Donc, je suis particulièrement intéressée par l'approche que vous mobilisez. Et par ces questions, en fait, c'est une manière, on va dire, d'aborder les enjeux de mobilité, mais en faisant de multiples mise en relation en fait de ce que ces pratiques de mobilité nous révèlent de modes d'habiter. Enfin, vous avez utilisé ce terme que je trouve effectivement très intéressant, de modes d'habiter l'espace et qui du coup réinterroge aussi nos propres visions à la fois d'experts, de chercheurs sur l'espace, sur les questions d'aménagement. Et je trouve particulièrement intéressant effectivement de travailler sur alors des espaces que moi je ne connais pas très bien, hein, ces espaces des villes sud-américaines et en tout cas de Mexico, et de réfléchir en fait à ce que ça peut apporter en retour, je dirais à la fois sur nos propres manières d'interroger les pratiques et les espaces qui nous sont plus familiers. Donc je pense notamment aux espaces occidentaux et même de se re-questionner sur nos approches théoriques et méthodologiques. Donc, merci pour tout ça. Alors, je vais essayer de partager avec vous des interrogations. Alors, vous avez employé le terme de centralité. Donc, la première question que vous vous posiez, c'était comment les habitants arrivent-ils à produire une forme de centralité et à s'approprier des espaces hétérogènes. Puis ensuite, vous êtes revenu sur la notion de quartier, donc je me demandais si il y avait une certaine synonymie de ces deux termes-là dans votre questionnement. Et moi, ce à quoi ça m'a fait réfléchir, c'est, alors pour revenir à la question de l'habiter qui vous intéresse, c'est à des choses autour de l'habiter polytopique. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, qui était une notion utilisée par Matisse Stock notamment, dans mon souvenir, mais qui renvoyait à la question de justement, on n'habite pas un seul espace, même si l'espace résidentiel, par exemple, est très souvent, alors pour le coup, dans les enquêtes de mobilité, l'espace central à partir duquel on analyse tout, mais qui renvoyait à l'idée que justement, il fallait essayer un peu peut-être de s'affranchir de cet imaginaire très centré sur la mobilité autour du domicile et voir comment la mobilité en fait servait de mise en relation entre des espaces différents. Et moi, ce que je trouve hyper intéressant dans ce que vous analysez, du coup, c'est que non seulement, me semble-t-il, vous questionnez ça, mais vous le questionnez à l'échelle
des personnes qui habitent ces espaces. Et donc, ça vous donne la possibilité d'avoir une approche plurielle et différenciée de cette multiplicité des manières d'habiter l'espace dans un même espace, et notamment de pouvoir croiser la manière dont on habite un espace familier, effectivement celui où on est connu, enfin ce que vous racontiez tout à l'heure à travers le verbatim, ce capital d'autochtonie dont on bénéficie dans un espace où l'on a grandi, notamment où on habite depuis longtemps, et puis ce qui se passe quand on investit d'autres espaces qui nous sont moins familiers, vis-à-vis desquels on se met tout un tas de barrières de différentes sortes, parce que ce que vous racontez très bien, enfin, ces questions de région morale, et ce que ça, voilà, la manière dont ça retrace en fait ça rend compte de cette multiplicité. Donc moi, je trouve ça extrêmement intéressant parce que je suis très intéressée en général par les approches relationnelles, donc la manière de redonner en fait à l'espace son épaisseur sociale, et donc de ne pas, enfin, qui va un peu à l'encontre en fait peut-être des approches classiques de l'aménagement qui voilà, définissent des périmètres, qui effectivement résonnent à partir d'un espace aménagé qui serait voilà, donné à l'avance. Et ces approches relationnelles, elles nous rappellent sans arrêt qu'un espace, c'est aussi une histoire, c'est aussi la manière dont les personnes qui se trouvent dans ces espaces les habitent, les pratiquent, etc. Donc pour tout ça, je trouve que l'approche que vous développez, elle est vraiment très, très intéressante. Donc, une fois que j'ai dit ça, je vais essayer de vous poser des questions. Alors moi, je me suis interrogée, peut-être une première question sur le plan méthodologique. Vous dites que vous avez fait des entretiens, vous avez fait des cartes mentales. Est-ce que vous faites aussi des itinéraires accompagnés avec ces personnes, c'est-à-dire les mettant en situation de traverser ces espaces avec vous, peut-être d'avoir des moments, je dirais, de partage plus sensible, où le fait de parcourir cet espace avec vous leur fait se remémorer peut-être d'autres choses ou ressentir d'autres choses que ce qu'elles peuvent vous dire quand elles sont dans situation de vous raconter les choses voilà, dans le cadre d'un entretien, ou de les projeter sur une carte. Est-ce que vous faites ça? Est-ce que ça vous semblerait intéressant? Et puis une autre question, et puis je vais peut-être m'arrêter là parce que sinon je vais monopoliser la parole, alors justement cette question de la multiplicité, de la possibilité de coexistence d'une multiplicité de personnes dans ces espaces. Comment est-ce que, à partir de votre approche à vous, de l'enquête que vous menez, très qualitative, vous allez pouvoir retravailler à partir de là. Alors, je ne sais pas comment le dire, parce que pour moi, ce n'est pas du tout la question de prétendre reconstituer un espace à partir des témoignages de ces personnes-là, mais c'est plutôt de prendre en compte la question des interactions en fait, entre différentes personnes dans ces espaces. C'est-à-dire au-delà alors parce que vous en avez parlé à propos des questions de la dimension du genre notamment, et de la différence pour le coup de tactique que peuvent avoir des femmes dans leur modalité de rapport à l'espace et de fréquentation des espaces. Mais vous avez parlé des lieux des riches, lieux des pauvres, et il y a aussi, en tant que personne traversant un espace ou cherchant à fréquenter un espace, la question de l'interaction aussi à des moments particuliers, dans des situations particulières, avec d'autres personnes, et ce que ça produit. Donc, est-ce que ça, c'est une question que vous allez analyser. Donc voilà, en gros, les trois questions, c'est centralité par rapport à peut-être
pluricentralité, enfin en tout cas, qu'est-ce que vous faites de ce terme-là? La question des itinéraires accompagnés ou pas, et puis cette question de voilà, comment travailler sur la multiplicité à partir de… C'est peut-être pas une question très claire, hein, donc si vous ne la comprenez pas, je pourrais essayer de la reformuler. En tout cas, merci pour votre exposé. Bon, ok. Merci beaucoup pour vos commentaires. Alors, sur la question de la centralité, bon, c'est vrai que j'avais lu aussi les travaux de Mathis Stock qui sont tout à fait intéressants. L'idée, c'est pas je cherche pas à considérer l'habiter à l'échelle du quartier ou à l'échelle de. Je pense que l'habiter ne s'oppose pas à la mobilité. Et justement, alors ça, c'est plutôt dans un autre, on va dire, dans d'autres travaux, une autre approche aussi. J'avais eu quand même une approche aussi par l'accessibilité et l'accès à la ville en général. Et notamment, c'est ça la méthode de l'entretien biographique m'a beaucoup aidé là-dessus. C'est-à-dire qu'avec les personnes, vraiment, j'essayais d'avoir des entretiens où je leur demandais d'où est-ce qu'ils venaient, où est-ce qu'ils travaillaient, où est-ce qu'ils avaient vécu, et d'essayer de voir un peu comment les personnes, au final, c'était l'idée aussi que la marche ne signifie pas forcément l'enclavement. Hein, c'est ça, c'est que les personnes, au final, on se rend compte au cours de leur trajectoire de vie, ont vécu dans une diversité d'espaces, fréquentent toujours une diversité d'espaces, on se représente aussi de manière différente plusieurs types d'espaces. Il y a des espaces, par exemple, de marche qui sont au Mexique, même dans ces colonies populaires, par exemple, quand on parle de la marche, et les gens l'assimilent souvent à la marche récréative. Donc, il y a ces lieux, c'est soit donc le parc l'Americana que j'ai présenté, mais sinon, il y a aussi le centre de la ville de Mexico, par exemple, genre les lieux centraux, les marchés, les centralités commerciales du centre. Donc, il y a une pluralité d'espaces qui sont habités, et je ne cherche pas du tout à réduire l'habité au simple quartier. Moi, j'ai essayé sur ce point vraiment de m'intéresser à comment le quartier, en fait, comment un espace au final très hétérogène, hein, construit à partir de vagues successives d'urbanisation, selon des processus aussi de production de la ville assez différents, comment les gens pouvaient au final se l'approprier, hein, cet espace de vie qui correspond à certaines pratiques, hein, et principalement aussi, c'est important de le dire, cet espace du quartier correspond aux pratiques de ce qu'on appelle en anglais le care, non? C'est aussi un espace, ça je ne l'ai pas précisé, mais je pense que c'est très important. Mes entretiens aussi sont principalement, dans quand même une majorité importante, des entretiens avec des femmes. Hein, parce que l'espace du quartier, c'est l'espace où on va faire les courses, où on va amener les enfants à l'école. Et donc voilà, c'est vrai que Et après, donc c'est intéressant aussi de s'intéresser aux stratégies familiales de mobilité, où là on voit souvent que c'est la figure plutôt masculine du père de famille qui va travailler dans une autre partie de la ville. Voilà, donc il y a une dimension aussi genrée des pratiques de mobilité. Mais dans tous les cas, même une personne qui à une mobilité, on va dire, circonscrite au moment de l'entretien au quartier, ça ne signifie pas qu'elle n'a pas connu d'autres espaces, parce qu'elle a déménagé, parce qu'elle a vécu dans d'autres espaces, parce qu'elle a de la famille qui vit ailleurs. Donc voilà, c'est l'idée aussi. Donc là, ce que j'ai voulu vraiment montrer, c'est comment cet espace du proche pouvait faire quartier et pouvait faire sens, on va dire, pour les habitants, et comment ils percevaient cet espace, et comment ils composaient en fait avec un sentiment un peu de délitement, un peu de fragmentation. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous sur le fait de ne pas restreindre l'habité au simple quartier, et plutôt à la ville, voire à d'autres parties du pays. Sur la question de la méthode, alors j'ai fait plusieurs itinéraires accompagnés, parcours plutôt, en fait, j'ai plutôt fait ce qui s'appelle en anglais, je ne sais pas s'il y a vraiment une traduction française, le shadowing. C'est vraiment l'accompagnement en essayant de se faire oublier, en fait. Voilà, c'est pas forcément quoique avec quand même quelques questions, mais donc c'est quelque chose qui, je pense, est essentiel au bout d'un moment pour comprendre vraiment comment les personnes perçoivent l'espace. J'essaie en fait de reproduire des méthodes différentes avec les mêmes personnes, parce que je me rends compte que c'est pas forcément facile pour les gens de parler de quelque chose aussi évident que la marche, hein, aussi banal, aussi
qui est vraiment partie de leur quotidien. Les gens ne savent pas forcément trop quoi dire. Donc, du coup, il faut que j'essaie quand même d'accumuler un peu les méthodes pour voir un peu quelle méthode, les cartes mentales. En fait, disons que chaque méthode n'est pas une fin en soi, on va dire, mais c'est vraiment l'accumulation. C'est un peu un tâtonnement entre plusieurs méthodes pour permettre aux personnes de pouvoir de pouvoir me raconter quelque chose, voilà, quelque chose qui sert un matériau important sur des histoires sur ces questions quand même qui sont très subjectives, voilà, des représentations, de perception de l'espace du quartier, etc. La troisième question sur les situations, les interactions, je ne sais pas si je l'ai bien comprise. Moi, ce qui m'a intéressé principalement, c'est comment, et ça justement, je l'ai vu avec ces itinéraires et avec les entretiens, c'est comment les personnes, en fonction du lieu qu'elles traversaient, adoptaient certaines postures de marche, on va dire. Alors, je ne sais pas si c'est le sens de la question. Par exemple, dans des situations y a pas, je ne sais pas si les personnes ressentent forcément un danger important en se promenant dans leur quartier, en tout cas en journée, mais quand même, il y a beaucoup de moments où en fait, les personnes passent par des situations d'inconfort. D'inconfort parce que c'est un lieu où il y a de la vente, la vente de drogue, parce que c'est un lieu qui n'est pas très agréable, parce que c'est un lieu qui, pour une raison ou une autre, génère une certaine pas forcément un certain mal-être en fait. Et moi, ce qui m'intéresse de voir, c'est comment les personnes en fait adopter certaines postures depuis vraiment corporelles, hein, c'est-à-dire simplement aller plus vite, regarder quand il y a quelque chose qui ne leur plaît pas, ben, regarder tout droit, tout en cachant le fait qu'elles ont peur, par exemple. Ça, c'est intéressant aussi dans l'entretien. Une fille m'a dit il ne faut pas montrer que tu as peur parce que sinon les gens le voient que tu as peur et, euh, et c'est là où tu peux te faire agresser, etc. Donc, c'est ça qui m'avait intéressé. Mais je ne sais pas si c'est vraiment le sens, c'était le sens de la question sur les situations. Mais Si, c'était ça en partie, c'est-à-dire comment est-ce que finalement on prend en compte quand on s'intéresse à la production de l'espace ce qui se joue dans ces situations d'interaction, c'est-à-dire pas seulement comment dire, le point de vue d'une personne traversant un espace donné, mais ce que modifient les conditions d'interaction avec d'autres personnes, et notamment, comme vous dites très bien, ces situations d'inconfort ou très souvent pour les femmes, des stratégies d'évitement, des changements d'itinéraire, en fait, plus ou moins d'ailleurs systématiques, ou d'ailleurs vous pourriez peut-être aussi, alors mais c'est juste une suggestion qui me vient, mais interroger, est-ce que le capital d'autochtonie est finalement toujours positif, c'est-à-dire, enfin bon, le terme est mal du coup utilisé de ma part, mais plutôt, est-ce que justement, quelquefois, dans certains espaces familiers, la gêne et la difficulté de traverser certains espaces est précisément liée soit à des situations présentes ou passées de harcèlement, de difficultés à traverser ces espaces. Mais en tout cas, oui, merci beaucoup. C'est vraiment extrêmement intéressant. Je ne vais pas monopoliser la parole parce que je pense que d'autres personnes peuvent avoir des questions. Merci. On peut effectivement prendre une ou deux questions. On a encore un peu plus de 5 minutes. Hein. Moi, j'en avais une pour peut-être relancer le débat. Bon, d'abord, merci beaucoup. Hein. Votre travail, il apparaît déjà très, très mûr. Vous avez commencé en 2020, mais on sent une grande maturité. C'est évidemment complètement pertinent de travailler sur des espaces comme Santa Fe et puis comme les colonies qu'il y a autour, avec une vraie difficulté, un défi qui est de travailler sur les mobilités et en même temps de retraverser un certain nombre de concepts spatiaux et assez figés. La question de la centralité, même si c'est une centralité périphérique, la question effectivement du quartier, ça vous amène en fait à essayer de conjuguer quelque chose qui traverse et quelque chose qui est aussi figé. Il y a un vrai défi dans l'écriture de la thèse. Moi, j'avais deux petites questions à vous poser. D'abord, est-ce que vous étudiez des mobilités qui viennent dans l'autre sens, c'est-à-dire des mobilités qui partiraient de Santa Fe et qui iraient vers ces fameuses colonies?
Alors pourquoi cette question? Parce qu'en fait, il y a à Mexico en particulier une tendance au tourisme vers les quartiers populaires, des quartiers qu'on a longtemps considérés comme interdits, hein. Je pense à Tepito par exemple, où aujourd'hui il y a une espèce de mode d'organiser des espèces de safaris en liaison d'ailleurs avec des chefs de quartier ici. Donc ça, c'est une première question. Est-ce que vous avez travaillé là-dessus aussi? Et puis la deuxième question, c'est sur les mobilités extraordinaires. Ce qu'un certain nombre de géographes ont pu démontrer à propos de villes occidentales, c'est le fait qu'au-delà des mobilités ordinaires, hein, que vous avez décrites, il y a parfois des mobilités extraordinaires, hein, à l'occasion d'une manifestation, à l'occasion d'un événement culturel, par exemple, qui amènent des habitants d'un quartier ou d'une colonie populaire à investir par la marche, par la présence dans l'espace public d'autres lieux. Et là aussi, il se joue un certain nombre de choses. Est-ce que ça fait partie des choses que vous étudiez? Je pense en particulier aux manifestations, puisque ces habitants des colonies, vous l'avez bien dit, à un moment donné, ils souhaitent aussi que leur quartier entre dans la norme par le biais d'équipements que la municipalité pourrait leur octroyer, etc. Est-ce que ça fait partie des choses qui rentrent dans votre perspective de recherche? Euh, Est-ce que vous m'autorisez à prolonger la question avec quelque chose d'assez semblable? C'est que très probablement les marcheurs, les piétons, enfin les gens qui se déplacent à pied ne sont pas toujours les mêmes suivant l'heure de la journée, suivant le but qu'ils essayent d'atteindre. Est-ce qu'ils accompagnent les enfants à l'école ou est-ce qu'ils font le marché? Bref, très probablement la marche, elle est de ce point de vue-là aussi différente. Et qu'en est-il pas uniquement de la marche dans le quartier et qui forme une espèce de boucle, mais une marche qui est destinée à rejoindre un moyen pour sortir, pour aller beaucoup plus loin et pour éventuellement après revenir. Voilà. Bon, merci beaucoup pour vos questions. C'est des questions très intéressantes. Alors, pour les gens qui ne sont pas du quartier, alors je pense que ces espaces n'ont pas de vocation, n'ont pas vraiment d'intérêt touristique. Donc, on n'est pas sur des quartiers, justement, là, pour le coup, des quartiers vraiment au sens de Lynch, comme Tepito, qui sont devenus très emblématiques. Donc, c'est vraiment plutôt des espaces résidentiels assez ordinaires. Donc, mais ça peut être intéressant de s'interroger sur les perceptions des gens qui ne sont pas du quartier, parce qu'au final, il y a des gens qui le fréquentent, il y a des gens qui travaillent pour les livraisons, par exemple, les taxis, et ça peut être intéressant de s'interroger sur comment les gens perçoivent le quartier. Je sais qu'il y a une dame qui vit dans une petite colonie qui a assez un peu mauvaise presse, qui me disait par exemple les livreurs ils ne veulent pas venir, les Uber ils ne veulent pas venir parce qu'ils pensent que c'est dangereux, etc. Donc c'est à partir peut-être de ce genre de petits bouts d'entretien que je peux quand même essayer de m'interroger sur comment les gens voient ces espaces. Et aussi, ce qui est intéressant, je peux un peu aborder cette question à partir des mobilités résidentielles, c'est-à-dire des nouveaux résidents, en me demandant comment ils perçoivent leur nouveau quartier selon un peu leur lieu de résidence antérieur. Comment ils font la comparaison avec d'autres espaces de la ville où ils ont pu habiter. C'est peut-être à partir de là que je peux, peut-être de façon la plus intéressante, m'intéresser à ça, à l'image du quartier par les gens qui ne sont pas du quartier. Sur les mobilités extraordinaires, alors oui, c'est tout à fait intéressant parce que, alors manifestation, non, je n'ai jamais vu de manifestation vraiment dans l'espace local, mais il y a quelque chose d'important, c'est comme c'est quand même un ancien noyau villageois, il y a encore des traditions, on va dire, des traditions populaires et notamment la fête patronale avec une procession. Et donc, j'y ai assisté cette année. C'est quelque chose qu'il faut que je creuse un peu. Comment l'appropriation de l'espace change hein, dans ce genre de pratiques extraordinaires, mais quand même répétées, qui vraiment forment dans ces quartiers, dans ces villages, un peu qui cimentent un peu la cohésion sociale justement du groupe, à savoir quand même que c'est
pour des traditions qui concernent un groupe assez restreint de personnes au final, parce que c'est plutôt les anciens habitants, les habitants de ces anciens noyaux villageois, les habitants qui se disent originaux. Hein. Donc, on a aussi quand même une certaine comment on dit, distinction aussi entre les personnes qui participent à ce genre de procession, qui sont les originaux, les habitants anciens qui remontent à l'époque, qui se font remonter. Il y en a à Cortés. Enfin, les gens s'inventent aussi des généalogies, mais avec quand même une certaine comment dire, ces fêtes patronales, quand même, qui sont des éléments très importants de la vie de ces villages, ne font pas l'unanimité. Il y a beaucoup de gens qui s'en plaignent aussi, parce que justement, dans les processions, ça bloque la route, parce qu'il y a les feux d'artifice toute la nuit et ça gêne. Enfin, voilà. Il y a aussi quand même une certaine, comment on dit, un peu des petits conflits autour de ces questions, mais je pense que ça vaudrait le coup quand même de creuser un peu là-dessus. Pour la question, comment la marche est vécue selon comment on dit, comment vous disiez, selon un peu le but, hein, le but du trajet. Moi, je me suis intéressé, c'est vrai que je me suis intéressé aussi surtout à ces questions à travers le genre, c'est-à-dire comment la marche était vécue, par exemple, par une femme qui devait, par exemple, accompagner des enfants à l'école, ou une personne âgée qui avait plus ou moins de facilité à circuler, et par exemple, un homme qui devait aller juste, entre guillemets, juste prendre le bus, et du coup, qui ne ressentait pas les contraintes spatiales de la même façon. C'est-à-dire, c'est assez clair dans les entretiens que, par exemple, marcher avec des enfants dans des espaces où il n'y a pas forcément de trottoir, où il n'y a pas forcément, ou qui ne sont pas forcément sûrs d'un point de vue de la sécurité routière, c'est une préoccupation supplémentaire. Et ça limite aussi l'expérience, on va dire, de l'espace. C'est un peu par là que j'ai pu l'aborder. Après, c'est vrai qu'il y a des questions aussi, par exemple, la mobilité, il y a une différence aussi entre les mobilités, et aussi, encore une fois, c'est souvent genré. Marcher pour se rendre au transport public, par exemple, c'est un trajet. Hein, mais les mobilités qu'on a appelées mobilités du CARE, c'est-à-dire mobilités qui sont liées avec, on va dire, l'attention au foyer, c'est des mobilités qui sont beaucoup plus diversifiées, avec par exemple, on va amener les enfants à l'école, et puis après on va faire les courses, et puis après on va... Donc un seul trajet peut avoir plusieurs buts. Donc c'est aussi toute l'organisation des mobilités des personnes en fonction de ça. Donc on a des trajets, on va dire des trajets au transport public, c'est un trajet assez simple, entre guillemets. Hein. C'est un trajet très pénible aussi et très long, parce qu'il faut faire 1 heure de transport dans les bouchons, voire plus. Et puis les transports publics sont jugés très peu sûrs aussi. Donc, il y a aussi toutes ces problématiques d'inconfort et d'insécurité dans les transports publics. Mais c'est un trajet linéaire, on va dire. Et les mobilités, on va dire, se lier à des activités de reproduction sociale sont des trajets multiples, en fait, qui impliquent différents lieux, voilà, différents itinéraires aussi. Ok, merci beaucoup. Je ne sais pas si Jérôme voulait rajouter quelque chose, qu'on arrive au terme un petit peu de ce déjeuner, mais... Très rapidement, effectivement, je confirme certaines choses qu'a dit Elliot concernant ce que tu as évoqué, Loïc, le tourisme de la pauvreté. C'est clairement anecdotique. Enfin, on n'a pas l'équivalent de ce qui a pu se passer à Rio. Hein. Mais en revanche, pour compléter ce que disait Elliot sur la touristification des processions ou des fêtes qu'on appelle de village, hein, de pueblo, à l'intérieur de la ville, et il peut y avoir des mobilités dans la ville pour aller à telle procession, enfin, etc. Donc, Elliot a répondu sur le caractère, on va dire, autochtone de la procession, mais elle peut aussi avoir une certaine attractivité. Donc, ça peut nuancer ça. Sinon, je pense qu'il ne faut pas se casser la tête avec shadowing, parce que je crois que l'expression itinéraire accompagné, comme il renvoie à une expérience sociale, qui est qu'on fait des déplacements accompagnés, disons, ça serait une bonne traduction pour le différencier du parcours commenté en bonne et due forme, disons. Hein, voilà. Les stratégies d'évitement, clairement, elles sautent aux yeux avec les femmes, mais il y en a aussi chez les hommes.
parce qu'évidemment, c'est une question d'insécurité. Donc, il y aurait peut-être à creuser la comparaison entre les stratégies d'évitement des uns et des autres. Et ça rejoint la notion de est-ce que le capital d'autochtonie, c'est toujours positif ? Parce qu'effectivement, tout le monde me connaît. Alors, ça peut être un facteur de sécurité, mais il y a aussi des filles qui s'expriment sur le fait que c'est pesant que tout le monde nous connaisse. Et elles vont rechercher l'anonymat. Elles vont sortir du quartier pour éviter le fait que tout le monde les connaisse. Et il se trouve que, vu le degré d'insécurité, ça doit, mais ça, j'en ai pas d'expérience, mais ça doit concerner des jeunes hommes aussi, d'essayer d'échapper au fait que tout le monde les connaît. Voilà. Donc, il y a un truc là, des choses sans doute à creuser. Et sinon, pour terminer, donc il y a un mot que Elliot n'a pas employé, que j'essaie de défendre de plus en plus pour ce qui est on va dire, des défis méthodologiques qu'on retrouve avec la marche. C'est ce que j'appelle sa trivialité. Et j'ai bien aimé ce que disait Elliot, disant qu'il avait besoin de multiplier avec les mêmes informateurs des activités simili-sociales, qui ressemblent le plus possible à la vie des gens, mais que ce ne soit pas répétitif. Ça me semble très, très important et ça va être intéressant même. Peut-être qu'à l'avenir, on aille vers des généralisations en fait, sur ces implications méthodologiques. Voilà. Merci beaucoup, Elliot. Merci, Caroline, pour tes remarques aussi, qui vont nous donner matière aussi à discuter avec Elliot dans nos échanges en direct. Merci. Bon, on va clore là ce déjeuner. Donc, en tout cas, on a vraiment envie de lire cette thèse. Hein, donc, allez au bout. Il y a pas de. C'est vraiment extrêmement stimulant. Donc, on finit cette saison des déjeuners jeunes chercheurs vraiment avec une note très, très positive. J'en suis ravi. Donc, je remercie les collègues qui étaient présents. Je remercie Caroline et puis Jérôme et bien sûr vous, Elliot, d'avoir accepté de jouer ce jeu. Donc, comme je l'ai dit, en fait, d'ici 24 heures au plus tard, ça sera en ligne. Donc, vous pourrez aussi le mettre éventuellement sur votre CV si vous le souhaitez. Merci à tous et à toutes. On vous tient au courant pour la reprise donc en septembre ou octobre l'année prochaine et à très bientôt. Bon après-midi à tous et à toutes. Merci. Merci à toi, Loïc. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Et bonnes vacances, bien évidemment. Merci, Raina. Au revoir.